Il est 13 h, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. La Côte d'Ivoire célèbre ce 25 août la journée nationale de la solidarité, journée qui vise à célébrer et à inscrire dans la conscience collective la solidarité en tant que valeur sociale cardinale, gage d'une paix sociale durable, condition sine qua non d'un développement durable. L'édition 2022 est célébrée autour du thème solidarité, facteur d'inclusion sociale. Et dans ce journal, nous parlerons également de développement local. Pour cela, on fera un peu de tourisme. On ira dans les régions de Bouéké, du Bélier, du Hambol et de l'Indénié du Ablin. Dans des localités de ces régions ont été réalisées ou une école, ou des pompes hydrauliques, ou des centres de santé. Et c'est à suivre. Au Tchad, les assises du dialogue national inclusif et souverain ont repris hier mercredi. L'ordre du jour était la rédaction d'un règlement intérieur devant assurer le bon fonctionnement des débats à venir. Mais l'audience a été très vite suspendue après seulement 1 heure de travaux et près de 2 heures de retard à l'ouverture. Fin de la 50e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA après 10 jours de travaux ici à Abidjan. Plusieurs résolutions ont été adoptées, parmi elles la mise en place d'escortes conjointes le long des corridors des États membres de l'Union et l'institutionnalisation de l'audience publique en vue de débattre de sujets d'intérêt commun. On en sait plus avec Moussa Konaté. Fin de la 50e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. Plusieurs sujets débattus au cours de 9 jours de travaux. De nombreuses résolutions enregistrées, au nombre desquelles l'institutionnalisation de l'audience publique, puisque ça a été une nouvelle activité du CIP UEMOA. La mise en place d'escortes conjointes entre les pays de l'Interland, où nous avons un véritable problème de sécurité dû au terrorisme qui sévit dans cette zone et qui est à la base souvent de blocage de convois, je veux dire de marchandises dans cette zone de l'UEMOA. Les rapports issus de la session, une fois envoyés dans les parlements, c'est envoyé aux États membres, aux chefs d'État membres. Et ça, nous comptons sur 2 voies. La première voie, c'est nos parlements. La deuxième voie, c'est la voie par la commission de l'UEMOA. Chacun à son niveau, dans sa diplomatie entre le Parlement et le gouvernement de son pays, puisse vraiment œuvrer pour que ça soit mis en pratique. La situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali également au cœur de ces assises d'Abidjan. Le comité interparlementaire de l'UEMOA appelle les hautes autorités de ces 2 États membres au dialogue. Engage le comité interparlementaire à se servir de la diplomatie parlementaire afin d'aboutir au règlement pacifique de ces différends opposant les 2 États frères. Décide d'envoyer une délégation du Conseil parlementaire pour la paix du CIP UEMOA en Côte d'Ivoire et au Mali pour un dénouement heureux de ce différend. Le comité interparlementaire de l'UEMOA adresse des motions spéciales à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour sa contribution à la tenue de cette 50e session ordinaire, ainsi qu'au chef de l'État Alassane Ouattara pour son implication dans l'intégration sous-régionale. Nous sommes jeudi, nous sommes le 25 août et c'est la journée de la solidarité. Journée célébrée pour entre autres faire le point des actions gouvernementales en matière de solidarité en Côte d'Ivoire. Le thème de l'édition 2022 est solidarité, facteur d'inclusion sociale. Occasion pour les autorités d'évoquer les actions menées en faveur des populations. On écoute le message du gouvernement. Sans cette valeur cardinale, il n'y aurait pas de paix sociale. La solidarité apparaît à bien des égards comme la base du vivre ensemble. Instituée depuis 2007, la Côte d'Ivoire célèbre ce 25 août la journée nationale de la solidarité. Miss Belmondogo, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, réaffirme la vision du gouvernement en la matière. Cette journée célèbre les actes notables des concitoyens ayant contribué à la promotion de la solidarité durant toute l'année. La solidarité est une valeur au cœur de la politique d'inclusion sociale du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qu'il érige même au rang de priorité nationale à travers son programme Une Côte d'Ivoire solidaire.
réduire les inégalités sociales et apporter assistance aux personnes qui en ont le plus besoin. C'est en substance le but des actions de soutien entreprises en faveur des populations par le gouvernement. C'est en ce sens que les familles sinistrées au cours des récentes pluies diluviennes à Abidjan et à l'intérieur du pays ont reçu l'aide de l'État. Une compassion exercée également en faveur des victimes des récents accidents de la circulation qui ont occasionné 21 morts. Cette année, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, conformément à la vision 2030 du président de la République, a initié un concept d'assistance aux personnes les plus défavorisées dénommé le Dimanche de la Solidarité. C'est un projet qui vise les personnes dont l'intégrité morale et la dignité semblent foncièrement ébranlées du fait des difficultés et des événements malheureux en leur apportant l'assistance du gouvernement dans la solidarité agissante, réparatrice et participative à travers tout le pays. L'édition 2022 de la Journée nationale de la solidarité sera célébrée le 17 septembre à Aboisseau. Malgré les actions menées, des efforts restent encore à faire. C'est pourquoi Miss Belmont Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, invite tous les citoyens, les entreprises et les personnes de bonne volonté à agir davantage pour la solidarité. Le message de Miss Belmont Dogo a été recueilli pour vous par Sephora Zegui et Adama Sangare. Allons-y à Thiébissou, au centre de la Côte d'Ivoire. Au village Amonzi, on a inauguré récemment un bâtiment de 6 classes entièrement réalisé et équipé par la mutuelle du village pour donner la chance d'aller à l'école à un plus grand nombre d'enfants, et cela dans de très bonnes conditions d'apprentissage. Astou Touré Danyogo, reportage. 6 salles de classe construites et entièrement équipées par la mutuelle d'Amonzi dans le département de Thiébissou. Cette action vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. On en avait besoin. Nos effectifs étaient pléthoriques et du coup, on a eu déjà, en appuyant nos parents qui ne trouvaient pas de place pour leurs enfants, avec les écoles qui étaient bondées et que les enseignants ne trouvaient pas les bonnes méthodes. On s'est rassemblés autour de nos parents, des cadres de ce village pour bâtir le bâtiment que vous voyez. Une action de développement très appréciée par les encadreurs. Je suis très en joie de voir cette cérémonie organisée qui permet à l'école d'être véritablement bien vue dans cette école et de comprendre l'importance que les parents accordent à l'école dans ce village. Ces 6 classes viennent en renforcement des 3 salles de classe entièrement équipées et 3 logements de maîtres construits par la première dame Dominique Ouattara. Le déficit en classe scolaire en équipement est en train de se régler avec la réalisation de 3 salles de classe et cette cantine conçue par le souhait de notre maman, la mère de tous les Ivoiriens, la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui fait beaucoup pour les Ivoiriens, en particulier les enfants et les femmes. Et donc je suis très heureux ce matin. Occasion pour le préfet du département de Thiébissou d'exhorter les populations à faire bon usage des infrastructures reçues et d'inviter les populations à scolariser les enfants. On va quitter Thiébissou, on va se rendre dans le handball. Là-bas aussi, le développement est en marche. Les habitants du village de Niango-Niekaha, par exemple, savourent en ce moment même leurs nouvelles installations hydrauliques et sanitaires, des installations réalisées par les bons soins de la mutuelle de développement de la localité. Reportage Kader Sogodogo, de retour de Niango-Niekaha. Niango-Niekaha, village de la sous-préfecture de Harikoka. Les filles et fils engagés pour le développement de la localité inaugurent une pompe villageoise améliorée. Visite de l'ancien et le nouveau centre de santé, suivie d'une séance de planting d'arbres. Des initiatives à l'actif de la mutuelle de développement et social de Niango-Niekaha. La mission est noble puisqu'il s'agit de toucher du doigt les réalités de développement économique et social de notre village. Le développement économique désigne les évolutions positives dans les changements structurels d'une région, d'une zone géographique, d'une population, notamment en ce qui concerne les aspects démographiques, techniques, industriels. Occasion pour le parrain de la journée d'inviter au rassemblement et à la cohésion
pour le développement de la localité. Et surtout à l'endroit des populations d'une façon générale, qu'elles sachent que l'État ne peut pas tout faire. C'est pour ça que les mutuelles de développement sont des outils importants. Et je pense qu'il faut que les cadres des différentes régions, des différents villages s'intéressent à ce type d'instruments-là. Et ça va booster des choses dans ces différentes zones-là. Les autorités administratives et politiques présentes ont encouragé les cadres de Dangournié-Ka à œuvrer davantage pour le bien-être des populations. Dans l'élan du bien-être des populations, le village de Selileka bénéficie de matériel de santé, un don du docteur Nambala Touré Benjamin, remis par la jeunesse du Forum international des Tagbana pour le développement du handball. Du côté de Zinzénou, un village du département d'Abengourou, les populations ont décidé de se donner la main pour travailler ensemble et donner un coup d'accélérateur au développement de leur localité. Et elles bénéficient du soutien sans faille du conseil régional de l'Indénié-Djuablin. Herman Yamia, qui est notre correspondant dans la région, a pu assister à la dernière réunion dans le village. Zinzénou, localité située dans la sous-préfecture de Yakassé-Féassé, entend amorcer son développement et les fils et filles du village l'ont si bien compris. Le concept Eklo-Okrobla, qui signifie en langue locale Agni, si tu aimes ton village, viens, est la parfaite illustration de cette volonté. Chers frères et sœurs, le temps est venu de fédérer nos forces pour atteindre un développement durable et harmonieux de notre région. La notion de mutuelle de développement rime avec cotisation. Population de Zinzénou, acceptons donc de donner un peu de nous et de ce que Dieu nous a donné pour la communauté. Une journée de retrouvailles avec les élus et cadres ainsi que l'ensemble des fils et filles du village pour tracer les sillons du développement. Il sera désormais question de fédérer toutes les mutuelles des différents villages qui composent le canton Féassé à l'effet de travailler de concert pour le bien-être des populations. C'est dans cet élan que le président du conseil régional de l'Indénié-Djuablin, Wadia Issé, a annoncé la construction de nouveaux collèges dans la région. L'année prochaine, en 2023, 6 nouveaux collèges, en plus des 10 collèges déjà construits, seront réalisés dans différentes localités. Le développement étant une quête permanente du bien-être des populations, il est clair que nous allons poursuivre les actions initiées ici en Zinzénou. Wadia Issé a procédé également à la pose de la première pierre du foyer polyvalent des jeunes de Zinzénou. Un match de football a constitué un autre aspect de ces retrouvailles de Zinzénou. Bouaké est à un peu moins de 300 km d'Abengourou. Là, nous sommes dans la région de Bouaké. Et sur place, les responsables du projet PIDUCAS ont procédé cette semaine à la restitution des résultats des travaux des ONG recrutés et la sélection des lauréats du concours de plan d'affaires du projet. 20 lauréats vont bénéficier des subventions du PIDUCAS. Charles Tatou de la station régionale RTI Bouaké nous explique cela. L'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale expérimentent depuis 2017 un projet dénommé PIDUCAS, Programme d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. Objectif, permettre une meilleure performance économique des villes ciblées, dont Bouaké, à travers des sous-projets. On est en train d'améliorer la traversée de la ville de Bouaké, la A3. On a réalisé par exemple la voie d'accès à tout la Guadeloupe. On va réhabiliter l'hôtel de ville de Bouaké. On va intervenir aussi dans quelques aménagements au niveau du marché de gros. Et concernant maintenant le secteur privé, en dehors des infrastructures, le PIDUCAS intervient également dans le secteur privé pour voir comment on renforce donc le développement du tissu du secteur privé. Pour son sous-projet dénommé Engagement citoyen, PIDUCAS a fait recruter 5 ONG pour des activités de sensibilisation des populations. Les lauréats des ONG restituent les résultats de leurs travaux. Des infrastructures menées par PIDUCAS et l'État. Il faut amener les populations à préserver ces infrastructures, à les garder au propre. La composante 2 du PIDUCAS dans la ville de Bouaké avait à son menu un concours de plan d'affaires, à l'issue duquel une sélection de 20 lauréats retenus.
Nous sommes là pour primer 20 lauréats qui vont recevoir entre 3 millions et 7 500 000 pour mettre en œuvre et pour développer leur projet d'entreprise. La technique déshydraté est très important au niveau de la ville de Bouaké. Mon projet s'intitule dans ce cadre-là afin de pouvoir rehausser les conditions de vie de ces femmes qui pratiquent cette activité. Le PIDUCAS, il faut le savoir, est une agence gouvernementale faisant partie de la cellule de la coordination du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, PRICI. Dans le cadre de ce projet, le PIDUCAS bénéficie d'un financement conjoint, Banque mondiale, État de Côte d'Ivoire, à hauteur de 78 milliards de francs CFA. Je vous amène maintenant à Tabo, à quelques 180 km d'Abidjan. On y va rejoindre le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Comité qui, sur place, a procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur les dangers du travail des enfants. Frédéric Oulaye et Serge Koléa étaient à ce lancement et nous en parlent. À la salle des fêtes de Tabo sont réunis une centaine d'enfants et de parents. Venus des villages de la sous-préfecture, ils participent à un programme de sensibilisation sur les dangers liés au travail des enfants. Une initiative du CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Sensibiliser nos parents, mais sensibiliser aussi les enfants que vous êtes. Il faut que vous connaissiez vos droits. Il faut que vous sachiez ce que c'est que le travail des enfants. Il faut que vous sachiez que la première dame, Maman Dominique Ouattara, ne vous interdit pas d'accompagner vos parents au champ. Mais ce qu'elle dit, son message, il est très clair. Vous pouvez aider les parents en dehors des heures de classe. Parce que la place des enfants, c'est où? Je vais vous entendre dire ça très fort. La place des enfants, c'est où? Très bien. Au menu, un atelier pédagogique et la projection d'un film pour favoriser la prise de conscience sur les droits des enfants. Représentant la secrétaire exécutive du CNS, Nadia Bende, chef de cabinet de la Première Dame, a situé les enjeux de cette campagne de sensibilisation. L'éradication du travail des enfants dans les plantations est un combat majeur que mène la Première Dame de Côte d'Ivoire. Nadia Bende a traduit le soutien de la Première Dame à travers un don d'1 550 000 francs CFA aux populations. En matière de ressources halieutiques, la Côte d'Ivoire a encore du chemin. Elle est loin d'être autosuffisante avec seulement 20% de poissons produits et destinés à la consommation finale. La FAO voit le secours des pisciculteurs ivoiriens. L'Organisation des Nations Unies développe en leur faveur la technique hors sol, technique très avantageuse pour améliorer la production nationale et une vingtaine de pisciculteurs s'en sont imprégnés. Les détails avec Prunella Soumo et Serge Koléa. 22 pisciculteurs, membres d'organisations professionnelles, invités à découvrir la production de poissons hors sol. Ici, les tilapias ne sont pas élevés dans des étangs. Ce sont plutôt des bassins de grande capacité. En moyenne, 8 tonnes de poissons dans l'année. En étang, ils sont livrés à eux-mêmes. Et en bac hors sol, vous arrivez à les gérer. C'est-à-dire, si vous avez une épidémie de maladie comme ça, vous pouvez circonscrire la maladie et vous arrivez à voir l'évolution de vos poissons dans l'eau directement. Dans cette unité de production, créée il y a 1 an, Mariam Fofana, la responsable, utilise le système à eau recirculée. J'ai 3 bacs de 4 mètres cubes pour le pré-grossissement et j'ai 4 bacs de 12 mètres cubes pour le grossissement qui va jusqu'au poisson à la taille marchande maintenant. Le système à eau recirculée est conseillé aux acteurs du secteur par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. On va leur faire connaître, apprendre ce système-là qui est en fait un système qui a une productivité beaucoup plus importante sur des espaces plus petits et qui utilise moins d'eau. La vision, c'est que dans 10 ans, on puisse atteindre une production de l'ordre de 70 000 tonnes. Produire du poisson de qualité, la technique de pisciculture hors sol améliore
Selon la tenancière, la productivité, les conditions de travail sont mieux contrôlées, le recyclage de l'eau se fait aisément, les risques de pollution et les pertes sont moindres. Cette expérience-là peut nous amener aussi à revoir nos méthodes de production pour pouvoir apporter un plus dans la pisciculture sur le plan national. Ce genre de visite nous permet d'au moins apprendre encore plus et pour pouvoir nous perfectionner dans ce sens-là. Le poisson constitue la principale source de protéines du consommateur en Côte d'Ivoire. Et pourtant, la production halieutique nationale ne couvre que 20% des besoins. La FAO a initié le programme Fish for ACP en vue d'augmenter la production locale. En Côte d'Ivoire, ce programme fait la promotion de 2 systèmes de production hors sol, le système Biofloc et celui à eau recirculée, pratiqué par Mariam Fofana, la restauratrice qui a ajouté à son arc l'art piscicole. Place à présent à l'info Covid, l'actualité coronavirus. 31 nouvelles contaminations de Covid ont été enregistrées hier en Côte d'Ivoire par les autorités sanitaires. Le nombre total de cas confirmés s'élève aujourd'hui à 86 542 pour 817 décès avec 65 cas actifs. Il faut continuer à se protéger même si vous êtes vacciné. Si vous n'êtes pas encore vacciné, allez le faire. Les centres sont toujours ouverts et c'est gratuit. C'est la mi-journée du Garba au déjeuner, ça vous dit? Eh bien, pour cela, je vous amène à Diabo, département de Botro, dans le Bouéké. Là-bas, ce mets est très prisé, très prisé. La demande est très forte et pourtant, l'activité demeure encore dans l'informel absolu. Godefroy Okambawa est allé voir cela de plus près. 2 fois dans la semaine, certaines cours de la commune de Diabo, dans le département de Botro, se transforme en atelier de production d'une qualité d'atiéké qu'on retrouve généralement chez les vendeurs de Garba. Appellation attribuée particulièrement à la communauté nigérienne qui exerce ce métier. La concession du chef de canton Bolo Mamela n'y échappe pas. Kwakouakissi, voisine à l'autorité traditionnelle, y a implanté une fabrique de fortune. J'ai fait des enfants, il n'y a pas moyen pour les mettre à l'école. C'est à cause de ça, j'ai décidé de faire acquérir pour avoir l'argent pour faire partir à l'école avec mes enfants. Aujourd'hui, l'activité a grandi et elle y travaille avec tous ses enfants déscolarisés. La production mensuelle est estimée à plus de 200 sachets de 20 kg vendus à 5 000 francs l'unité sur le marché. Du vendeur de manioc, borchamp, aux travailleurs sur l'espace, chacun y trouve son profit. Vous voyez, planter le manioc que nous nourrissons l'homme à Diabo. Si j'ai besoin d'un petit jeton, c'est là bon, je prends un peu pour venir vendre. Avec mon âge, je ne peux plus aller au champ. Je viens les aider et en retour, j'ai un peu d'argent pour manger. On a plein de besoins, les marmites, maintenant le local aussi. Ça là, on a demandé, le terrain là ne nous appartient pas. Pour l'autorité municipale, cette activité est un atout important pour Diabo. En ce sens qu'elle est génératrice de revenus et emploie des milliers de personnes. Cette activité, elle est menée dans le secteur informel. Nous avons, avec le service socioculturel, identifié ces personnes recensées et voir comment est-ce qu'on peut les aider véritablement. Et comment, d'abord, à moderniser la chose et à les aider à mieux vendre. Parce que quelquefois, malgré la souffrance que vous voyez qu'elles font, il y a une mévente. Cette activité dans la ville de Diabo n'est sans conséquence pour l'homme et l'environnement. Les tas de fagots provenant de la déforestation, les déchets et eaux usées polluent certains quartiers de la ville. On accepte ce travail des femmes. Diabo est une grande région productive d'atiéké qui part sur Abidjan. Donc à ce titre, les femmes, c'est leur activité principale qui est là. Donc ça donne à ça, donc on les encourage à le faire. On a sensibilisé à plusieurs reprises que ces femmes prennent vraiment leur courage en main afin que ces saletés-là puissent être dégagées très loin. La sensibilisation, il faut toujours axer
toute stratégie là-dessus. Nous avons encore repensé sur ces femmes, les convoquer à nouveau pour leur dire nous avons aujourd'hui le bitume. Nous avons obtenu des projets pour elles, mais avant la phase de démarrage effective de ce projet, qu'elles respectent un certain nombre de règles. Les autorités s'engagent à améliorer les conditions de travail de ces femmes. Des actions qui permettront sans doute l'autonomisation de la femme de Diabo. Quand on parle de Garba, cela nous met bien sûr l'eau à la bouche. À très bientôt, Diabo. Nous arrivons et bon appétit à vous qui êtes en ce moment à table. On va d'ailleurs rester encore un moment à Diabo pour parler cette fois d'autonomisation des femmes. La fondation religieuse Sacré-Cœur missionnaire en fait son affaire. Elle s'y investit à fond à travers des séances de formation en création d'associations et techniques de diversification des sources de revenus. La fondation accompagne plus d'1 millier de femmes. On voit cela avec Corona Soro de RTI Boaké. Plus de 1000 femmes de la région de Boaké rassemblées au sanctuaire de la Fondation Sacré-Cœur, missionnaire de la charité. Ces femmes exerçant dans les petits métiers et le commerce participent à une formation pour leur autonomisation. Formation axée sur la comptabilité simplifiée, la mise en place d'associations, les techniques de diversification de sources de revenus. La Fondation, à travers cette formation, veut amener les femmes à croire en leur potentiel et développer les talents cachés pour leur autonomisation. Que les femmes courageuses que nous voyons dans la région et partout ailleurs se rendent compte qu'elles ont un pouvoir, elles ont des qualités, elles ont des talents et qu'elles doivent se lever pour leur propre développement, mais aussi pour contribuer au développement dans l'ensemble. Parce que souvent, les préjugés les ont enfermées dans leur rôle de mère ou bien dans leur rôle d'un petit métier qu'elles exercent, alors que la région regorge de potentialités énormes. Après la formation, un fonds sera mis à la disposition de ces femmes pour créer des activités génératrices de revenus. Il ne faudrait pas mettre l'accent sur les fonds, mais plutôt sur la formation. Parce qu'aujourd'hui, la vision du Maman Yao, c'est d'abord d'avoir des femmes formées, des femmes leaders, des femmes qui seront capables d'avoir des fonds et de produits. Les femmes saluent cet appui de la Fondation Sacré-Cœur. Nous sommes limités dans ce que nous faisons. On s'est dit qu'on ne peut pas évoluer, on s'est dit que une fois qu'on vend peut-être de l'eau, on ne peut plus faire autre chose encore. Alors qu'on a des potentialités en nous qu'on peut développer. Vraiment, on dit merci, merci vraiment aux conférencières. Le financement des différents projets par la Fondation Sacré-Cœur sera accompagné par l'installation des petites unités de transformation de la tomate, du manioc et de l'anacade pour une valeur ajoutée de la production de ces femmes. On va poursuivre avec la religion. On part en France. On commence par un petit cours d'histoire. En 1858, à Lourdes, la Sainte Vierge Marie est apparue plusieurs fois. 18 fois, on dit, à une fillette, la toute jeune Bernadette. Plus d'1 siècle et demi plus tard, le lieu est un sanctuaire qui abrite une vingtaine d'églises, de chapelles et de basiliques. Et c'est aujourd'hui donc un haut lieu de pèlerinage. Et des dizaines de fidèles catholiques ivoiriens s'y trouvent en ce moment même pour prier. Didier Nguessan et Jean-Luc Bangbo en font partie. Ils sont aussi nos envoyés spéciaux sur place à Lourdes. Une procession de près d'1 kilomètre le long du Gave, la rivière qui longe le boulevard du sanctuaire de Lourdes. Chants et prières rythment la marche et c'est de bonne loi pour les religieux. Chaque pèlerin va porter le siège, c'est nos fardeaux que nous voulons déposer au pied de la Vierge pour demander pardon pour tout ce que nous avons pu faire contre le Seigneur et surtout demander sa miséricorde. L'emblème national, le drapeau ouvre et referme le cortège de fidèles pour rappeler l'attachement à la Côte d'Ivoire pour qui des prières sont dites. En file indienne, les pèlerins passent à la grotte mariale, la Massabielle, en touchant le rocher, lieu de la première apparition de la Vierge, à Bernadette Soubirou, le 11 février 1858. Elle est surplombée par la basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception, construite selon la volonté de la sainte éponyme à sa 13e apparition. Il s'ensuit la portée des sièges à la chapelle des Lumières avec le nom de tous les pèlerins inscrits sur les bougies. Nous voulons lui demander son intercession pour tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières malgré nos faiblesses. De Fatima au Portugal à Lourdes en France, les pèlerins auront parcouru plus de 1000 km sur les pas des saints de l'Église catholique.
au moment où je vais à la retraite. C'est significatif. Après 40 ans de service, je dois maintenant servir Dieu le reste de ma vie. Et il n'y a pas un âge pour répondre à l'appel de Dieu. Le temps est arrivé. Je retiens de ce pèlerinage que nous avons pris des résolutions, parce que quand on vient au pèlerinage, c'est pour prier et pour avoir des grâces. Et nous pensons que nous avons eu beaucoup de grâces. Et nous disons merci à Dieu. On se dit qu'avec la Vierge Marie, c'est l'humilité. Si nous voulons la suivre, il faut se dépouiller de tout titre. Le Seigneur a dit d'être pauvre. Et cette pauvreté, ça parle de la personne, l'humilité. Chaque flamme est le symbole de l'espérance en la Vierge Marie pour chacune des intentions qui lui sont portées. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen, que vos prières soient exaucées. On part au Tchad, où les assises du dialogue national inclusif et souverain ont enfin repris mercredi après-midi, après quelques jours de report. Les participants au DENIS, le DENIS, c'est bien sûr ce dialogue national-là, qui se sont retrouvés au palais du 15 janvier de N'Djamena, avec pour ordre du jour la rédaction d'un règlement intérieur devant assurer le bon fonctionnement des débats à venir. Mais l'audience a été très vite suspendue après seulement une petite heure de travaux et après 2 heures de retard à l'ouverture. D'où on referme notre journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur notre chaîne et à la semaine prochaine.